Bonjour mes amis, bonjour. Voilà, donc une autre session de réponses aux questions. Bon, l'horaire est un peu imprévisible parce que c'est en fonction de mes possibilités, de mes disponibilités, de mes obligations. Voilà, donc j'ai un moment pour ça maintenant. De toute façon, Siab et Malika Judy. Salut Siab, c'est quelqu'un qui me contactent souvent. Zaïd, Rosella, Salah Hamouri, euh, Kevin, je sais pas, Salah Hamouri, c'est un pseudo, je crois, non? Enfin bon. Marion Mine, je crois qu'elle m'a envoyé quelques questions. Bon, ben en tout cas, il y a du monde. Johnny Dupont, salut. Anwar Lamouri, Kevin Licata, bon, je lis un peu les noms, comme ça, je laisse aux gens la possibilité d'arriver. Merci Fister pour ce souhait. Mohamed Aoun, bonjour. Voilà, voilà. Donc, alors, il y a comme dont on est présent. Alors, Azul, Brahim, Azul Fellawen. Bon, donc, ben, on peut commencer. Alors, il y a quelqu'un qui, j'ai pas retenu son nom, qui s'est demandé, mais je ne réponds pas aux questions qu'elle voit défiler, mais en fait, je réponds aux questions qui me sont laissées dans les commentaires de la vidéo ou bien en MP. Voilà. Kevin Licata, bon, ben, je lui laisse la responsabilité de son message. Je ne sais pas si c'est pour me faire plaisir ou si c'est au second degré, je ne sais pas comment le prendre. Alors, Safia Marlouf, comment va le monde aujourd'hui? Aujourd'hui, ben, je ne sais pas, d'après vous, il va très bien. Bon, alors on va commencer. Trêve de plaisanterie. Alors, Chamix Ben Ali me demande, est-ce que l'Iran aide les Palestiniens? Bon, évidemment. Seulement, l'aide de l'Iran, d'abord, l'autorité palestinienne n'accepte pas l'aide de l'Iran. Voilà. Parce que c'est mal vu. Voilà. L'autorité palestinienne, elle se soumet au diktat de l'Amérique et de l'Europe, et donc l'Amérique et l'Europe lui disent attention, ne touchez pas de l'argent de l'Iran, ne touchez pas de l'aide. Parce que l'Iran aurait très bien pu aider l'autorité palestinienne. Mais l'autorité palestinienne, Kevin Licata me demande si je suis antisémite. Je ne sais pas quoi répondre. Ça fait rigoler, mais bon, rigolons quand même. Bon, et donc l'Iran, évidemment, propose l'aide à l'autorité palestinienne, mais l'autorité palestinienne, pour des raisons, comment dire, de crédibilité vis-à-vis de l'Amérique, vis-à-vis d'Israël, imaginez si l'autorité palestinienne recevait de l'argent ou de l'aide de l'Iran, on aurait dit, oulala, ils reçoivent des terroristes, etc. Reste le Hamas. Mais comment lui faire parvenir l'aide? Ça aussi, c'est un problème. C'est-à-dire, tout est contrôlé, les comptes bancaires du Hamas sont contrôlés, les circuits financiers sont contrôlés, l'arrivée des armes est contrôlée, etc. Donc, c'est pas évident. Alors, Kevin Licata, il monte en grade, il me traite de nazi. Tiens. Bon, eh ben. Ah oui, ça y est, j'ai compris. Kevin Licata, ça doit être un sionard qui s'est infiltré pour nous emmerder. Mais bon, à la limite, je le bloquerai à la fin. C'est pas grave. Je laisse les chiens aboyer pendant que notre caravane antisioniste passe. Voilà. Et je lui fais un doigt d'honneur à ce Kevin Licata. Bon. Et qu'il aille au diable. Alors, Saïd Laroussi me demande quelle est la situation de l'Irak.
est-ce que les milices chiites irakiennes peuvent-elles se joindre au Hezbollah et constituer une menace pour Israël? Bon, le problème, il faut le régler déjà, enfin presque immédiatement. Euh, Militairement parlant, il est très difficile d'imaginer. Et d'ailleurs, je crois que quelqu'un m'a posé une question sur la Corée du Nord, une alliance entre la Corée du Nord, la Turquie et l'Iran contre Israël et les États-Unis. Alors là, non, vous savez, ces pays-là, par exemple, les chiites irakiens, bon, déjà, ils ont eu du mal avec leur pays. C'est-à-dire, vous savez que l'Irak est divisé en 3 grandes zones, bon, sans compter l'État islamique, les Daesh, enfin, etc. Et donc, les chiites irakiens ont déjà pas mal de problèmes à régler pour asseoir leur pouvoir et pour partager ce pouvoir, pour stabiliser les institutions, etc. Donc, ils n'ont certainement pas envie, ni intérêt, ni la possibilité d'envoyer des troupes en Irak. C'était en Syrie pour combattre Israël. Bon. La situation en Irak enfin, se stabilise à peine. C'est-à-dire que les Américains ont réussi leur coup en 2003. Bon, déjà 14 ans, ils ont instauré l'anarchie, ils ont instauré des groupes qui s'entre-déchirent, et donc l'Irak est quasiment, disons, hors jeu dans dans la lutte globale qui se déroule au Moyen-Orient. En tout cas, pour le moment et à court terme. Après, je ne sais pas qu'est-ce qui peut se passer. Donc, l'Irak a suffisamment, et c'était ça l'intérêt d'ailleurs du bombardement américain et du plan américano-sioniste, c'est de semer le trouble, de plonger l'Irak dans des problèmes tels qu'il ne soit plus capable de jouer un rôle au Moyen, enfin, dans le complexe du Moyen-Orient global. Ça veut dire, par exemple, faire de l'ombre à Israël, ou bien menacer Israël ou s'allier avec les ennemis d'Israël. C'était ça le but. Et ils y sont arrivés d'ailleurs. Pour moi, c'est un succès total, l'action américaine. Salim Filali me demande de parler de l'Inde et Israël. Bon. Et là, ça me permet de faire une remarque sur les relations diplomatiques. Vous savez, jusque dans les années 70-80, il y avait ce qu'on appelle le mouvement des non-alignés. Bon, aujourd'hui, il n'existe plus. Dans les années 60, 70, il était très important. C'était quasiment une espèce d'ONU. Enfin, quand le mouvement des non-alignés se réunissait, c'était quelque chose d'important. Alors, enfin, les grandes figures du mouvement des non-alignés, c'était Gandhi de l'Inde, Nasser de l'Égypte et Boumedienne d'Algérie. C'est dire l'importance que ces 3 personnages avaient dans la communauté internationale, dans la marge du monde. Et évidemment, l'Inde, qui était un des leaders du mouvement des non-alignés, ça veut dire ni Occident, ni Russe, ni soviétique, ni communisme, ni capitalisme, évidemment n'avait aucun lien avec Israël. Bon. Et c'est là où interviennent 2 choses. D'abord, la désidéologisation, si on peut dire, c'est-à-dire la perte de l'idéologie des relations internationales. Si dans les années 70 et 80, jusque dans les années 80, l'idéologie était très importante dans les relations internationales, depuis les années 2000, elle ne compte plus. Aujourd'hui, on fait donc l'Inde, d'abord à cause de la perte de l'idéologie dans les relations internationales, et deuxièmement, les accords d'Oslo. C'est-à-dire que c'est ça l'intelligence de Rabin. C'est-à-dire, Rabin a eu l'intelligence de les faire croire qu'Israël allait faire la paix avec les Palestiniens. Et donc, l'Inde, à ce moment-là, a dit, donc, je peux établir des relations diplomatiques avec Israël. Et l'Inde a établi des relations diplomatiques 1 an ou 2 ans après les accords d'Oslo. Et tellement ça marche entre l'Inde
savez qu'aujourd'hui, en Inde, il y a un gouvernement nationaliste. Ça veut dire qu'il, bon, donc anti-musulman, quelque part, parce que c'est du nationalisme hindou, et l'Inde est devenue un des clients majeurs de l'industrie militaire israélienne. Donc ce sont, comment dire, ce sont quasiment, je dirais pas des alliés, mais ce sont des pays qui mettent à profit le rapprochement en termes économiques, surtout en termes militaires. Voilà. Alors, Zakia Mougahin me demande Erdogan vers la dictature. Et là, je vous dis, attention. D'abord, ça vient de qui ces enfin, je n'ai pas envie de juger personnellement. Je ne connais pas très bien à fond la situation en Turquie. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ces campagnes contre Erdogan? Parce que, d'abord, je n'admets absolument pas que la France, l'Amérique, l'Angleterre, qui ont envahi l'Irak, l'Amérique, qui a assassiné 1 demi-million d'enfants irakiens à cause de l'embargo. Je ne parle pas de l'Amérique avec ses coups d'État en Amérique latine, les écoles de torture en Amérique, la CIA a formé des dictateurs sud-américains pour la torture, etc., etc. Ces pays-là et leurs médias et leur classe politique n'ont de leçons à donner à personne, surtout en matière de droits de l'homme. D'accord? Après ce que fait la France en Syrie, ce qu'a fait en Algérie, ce qu'a fait l'Angleterre en Irak, etc. Enfin, on pourrait écrire une encyclopédie sur les crimes de l'Occident. Donc, l'Occident et ses médias, je dis bien ses médias, parce que rappelez-vous les médias français, britanniques et américains, comment ils ont applaudi à la destruction de la Libye. D'accord? Donc, ces médias-là, ils n'ont aucune légitimité à parler de la Turquie. Ils n'ont aucune leçon à donner. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand un pays, ça marche toujours comme ça. Comment ça se fait qu'Israël est épargné? À part quelques petites déclarations, nous sommes pour 2 États, c'est pas bien la déclaration de Trump sur Jérusalem. Mais c'est tout. Mais c'est tellement lénifiant, c'est tellement insignifiant. Alors que la Turquie, il y a des reportages constants. Et la Russie de Poutine. Pourquoi? Parce que ces pays, d'une façon ou d'une autre, refusent ou tentent d'échapper à l'emprise américaine. On tente de retrouver une indépendance. Rappelez-vous une chose, le coup d'État en Turquie, il a été fomenté par l'Amérique. Donc, et même Erdogan a failli y laisser sa peau. Donc, moi, je me méfie de ces campagnes contre Erdogan, contre la Turquie, parce que je sais qu'elles partent avec des intentions malhonnêtes et perfides, parce que l'Occident n'a pas envie que certains pays se libèrent de leur emprise, et donc on lui lance. Ça ne veut pas dire que la situation en Turquie elle est parfaite au niveau des droits de l'homme, mais j'en ai rien à fiche. Est-ce que la situation des droits de l'homme elle est bien en France et aux États-Unis? Regardez la situation des pauvres, des noirs, des laissés pour compte, etc., etc. Donc, qu'ils ne viennent pas nous donner des leçons sur les droits de l'homme en Turquie. Après, bon, chaque pays fait ce qu'il veut. Vous savez, il n'y a pas de morale dans les relations internationales. Alors, Aïssa Saïdi me demande qu'en est-il de l'annexion de la Cisjordanie par l'ultra-sionisme? Bon. C'est vrai que les sionistes ont annexé Jérusalem. Juridiquement, il y a une loi qui dit voilà, je l'annexe, c'est à moi. Israël a annexé le Golan syrien, conquis en 1967, mais n'a pas annexé la Cisjordanie. Pourquoi? Et pourtant, il y a des partis de droite qui disent qu'il faut l'annexer, etc. Mais pour le moment, Netanyahou résiste à cet appel. Donc Netanyahou est un modéré. Ne rigolez pas, c'est un modéré. Pourquoi il n'annexe pas? Parce que s'il annexe, ça veut dire qu'il n'y a plus de possibilité d'avoir un État palestinien. Or, ce que je vous ai dit de l'Inde tout à l'heure,
l'Inde pourrait se dire, ou la Chine, ou d'autres pays africains, par exemple. Comment il n'y aura pas d'État palestinien, ou les Arabes, même si c'est hypocrite, mais ils ne pourraient pas le tolérer. Ça ne pourrait pas passer. Ça pourrait amener au désespoir pas mal de peuples arabes, etc. Donc, il faut maintenir l'illusion qu'il y aura un État palestinien. C'est pour ça qu'ils n'annexent pas. Ils disent oui, 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 bien sûr, il va y avoir, on négocie, etc. Enfin, vous aurez remarqué, je vais le bloquer, mais plus tard, je n'ai pas envie de perdre du temps maintenant, mais laissez-le aboyer. Les chiens comme ça, il faut les laisser aboyer. Vous savez, donc, oui, qu'est-ce que je disais? Il faut maintenir l'illusion, la fiction qu'il y aurait deux États. Voilà. À quoi ils s'accrochent. Et c'est ça qui est terrible. Ça fait, vous savez, il y a eu des guerres terribles. Bon. On a signé des paix. On a signé des traités de paix à Versailles. On a signé des traités de paix avec le Japon. On a signé entre Israël et l'Égypte. Ils ont signé un traité de paix. Et pourtant, c'était très difficile, très délicat. Ils l'ont signé en 6 mois. Pourquoi, avec les Palestiniens, on est déjà à 24 ans, 24 années, ça n'a jamais existé dans les relations internationales. Et c'est ça, comment dire, quelle est la perfidie sioniste? C'est de faire croire qu'on va arriver à une paix. Mais il suffit juste de négocier. Bon, on a négocié en 2014. Ça n'a pas abouti. C'est pas grave, on reprendra en 2018. Ça va pas aboutir, on reprendra en 2022 et ainsi de suite. Seulement, pendant ce temps, les colons vont atteindre probablement le million dans 3-4 ans. À ce moment-là, on va dire aux Palestiniens, bon, ben écoutez, contentez-vous. D'ailleurs, c'est ça qui est terrible. Est-ce que les dirigeants palestiniens sont si cons, sont si bêtes? Netanyahou, il a dit il y a quelques jours, il a dit voilà, il l'a dit officiellement, ouvertement. Il a dit, bon, la solution à 2 États, c'est compliqué. Donc, on peut accorder une belle autonomie aux Palestiniens pour gérer leurs petites affaires, ramasser les ordures, etc. Voilà. Mais nous, il faut qu'on s'occupe de la sécurité sur toute la Cisjordanie. Ça veut dire les gens qui rentrent et sortent, ça veut dire qu'on peut rentrer dans n'importe où, n'importe quand et arrêter n'importe qui, etc. Voilà la solution qu'ils proposent. Et enfin bon, je n'ai pas envie d'être trop méchant ou trop vulgaire, mais enfin, je ne sais pas quel mot utiliser. Ces dirigeants, ils continuent à dire nous voulons un État palestinien avec Jérusalem-Est pour capitale, etc. Enfin, bon. Alors, Zekia Mouga, bon, encore, est-ce que la politique qui corrompt les gens ou l'inverse? Excellente question. Bon, je vais citer Montesquieu. Montesquieu, enfin, pour ceux qui ont fait du droit, on l'étudie parce que l'esprit des lois, c'est lui qui a introduit les principes d'une démocratie, bien qu'il vivait en monarchie encore à l'époque, c'était encore l'Ancien Régime, mais c'est lui qui a établi la règle de la séparation des pouvoirs, la fameuse règle pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. Bon, il faut les séparer, il faut qu'ils soient indépendants pour qu'il y ait un équilibre. Bon, et pour qu'il y ait, enfin bon, une justice, etc. Montesquieu, qui est un très très fin observateur de la vie politique, a dit ceci: le pouvoir corrompt. Donc, quand un homme politique arrive au pouvoir, il est normal. Ça veut dire qu'il a ses qualités, il a ses défauts, mais il a probablement envie de faire des choses pour la société. Il est probablement, quand il avait, cet homme politique, quand il avait 20 ans, 25 ans, 30 ans, il avait des idéaux. Et il avait envie d'apporter sa contribution au développement de la société, à la justice, à l'égalité, etc. Seulement le problème, quand vous donnez du pouvoir à quelqu'un, et ça c'est humain, c'est pas une question de X ou Y, vous remarquerez ça, ça arrive dans toutes les sociétés humaines. Voilà. Prenez par exemple la Chine. Il y a quelque temps, j'avais conseillé un auteur chinois de romans policiers qui s'appelle Qiu Xa, quelque chose, enfin si vous tapez Qiu
IU et X, enfin vous allez le retrouver. Mais c'est hallucinant, enfin c'est une plongée dans le fonctionnement du système chinois qui est fantastique, et c'est là où on se rend compte que les gens de pouvoir, ils ont tendance à en abuser. Vous savez, une fois j'avais dit dans une conférence, comme une boutade, j'avais dit, nommez-moi ministre de l'Intérieur, moi, Jacob Cohen, et si je reste un an, je serai exactement comme Manuel Valls ou l'autre. Pourquoi? Parce que, et je reviens à Montesquieu, le pouvoir corrompt. À partir du moment où on a du pouvoir, du réel pouvoir, pas, mais prenez même un chef de service quand il a le vrai pouvoir. Parce que le pouvoir fait tourner la tête. On n'est plus comme les autres. Et plus la société a moins d'éthique, et plus le pouvoir donne des ailes, plus le pouvoir donne des libertés. Par exemple, je vais citer 2 exemples. J'ai vécu au Canada. Bon, et le Canada la société canadienne est une société morale et éthique. Il y avait une secrétaire d'État à la santé qui avait démissionné parce qu'elle avait reçu un cadeau de moins de $100 quelques années auparavant. Bon, ça. Et en France, je vais vous citer un exemple. Estrosi, le maire de Nice, un jour, quand il était secrétaire d'État, il devait aller à New York pour des raisons diplomatiques. Enfin. On lui avait réservé une place en première classe Air France, 7 000 €. Bon, mais ce jour-là, Sarkozy donnait un pot, un cocktail. Estrosi, il a dit, mais j'ai envie d'assister au cocktail. Donc, il a assisté au cocktail, il a raté l'avion. C'est pas grave. Il a appelé, il a réservé un avion personnel, privé. Il a payé 138 000 € sur le compte de l'État. En France, ça passe. Au Canada, mais un type comme ça, il n'a plus aucun avenir politique. Et c'est ça le drame, c'est-à-dire qu'en fait, vous donnez du pouvoir aux gens. Et, vous savez, à presque n'importe qui. Prenez Mitterrand. Mitterrand était un grand critique de la Constitution de la Ve République. Il avait même écrit un livre qui s'appelle Le coup d'État permanent, en 1964. C'est-à-dire que pour lui, cette Constitution-là, c'est un coup d'État permanent, de tous les jours. Parce que le président a des pouvoirs exorbitants. Quand il est arrivé au pouvoir, on lui a dit, donc vous allez réformer la Constitution. Il a dit, mais non, mais non. Vous savez, ça dépend qui gouverne. À l'époque, oui, c'était un coup d'État permanent. Avec moi, vous allez voir. Le pouvoir rend aveugle, le pouvoir rend injuste. Et il faut que les sociétés, là où le pouvoir est le moins aveugle et le moins injuste, ce sont les sociétés qui ont un niveau d'éthique élevé et un niveau de contrôle. En France, vous pouvez quasiment faire pratiquement ce que vous voulez, vous passez, voilà. Mais c'est comme ça. Salut Philippe Atia. Donc finalement, tu as réussi à nous joindre. Voilà, donc c'est la politique qui corrompt. Les gens y entrent avec beaucoup de bonne volonté, et malheureusement, voilà, c'est l'exercice du pouvoir, les privilèges, etc. On se sent un autre. Zahia Zahou Benabid. Je ne crois pas aux démocraties ou alors elles sont amorales. Pays colonisateurs, etc. C'est vrai. C'est vrai, vous avez les plus grandes ce qu'on appelle les démocraties, les États-Unis, alors là, on n'en parle même pas, l'Angleterre, la France, bon, elles ont Israël, bon, elles ont elles ont comment dire, tous les atours de la démocratie, les droits de l'homme, etc. En fait, elles se comportent sur le plan extérieur de façon dégueulasse. Bon. Seulement, voilà, la démocratie, comment dire, les oligarchies qui sont arrivées au pouvoir. Petit à petit, elles ont affiné le système démocratique de manière à faire adhérer le maximum de gens au système en leur faisant croire que par des élections, on allait arriver à changer.
Or, ce n'est pas vrai. C'est juste, comment dire, c'est bidon. Ça fait 200 ans, ça fait 2 siècles qu'il y a des élections en France. Est-ce que ça a changé quelque chose? Je ne sais pas. Bon, donc, je vous laisse juge. La démocratie est un système qui a été peaufiné par l'oligarchie pour capter l'adhésion des gens, pour que les gens adhèrent. Enfin, pas tous, mais enfin, disons les 2 tiers. Ceux qui croient encore, par exemple, il y a des gens qui croient qu'en 2022, il y a une espérance. On ne va peut-être pas voir un changement avec Asselineau, ou avec Mélenchon, ou avec Le Pen, Marine Le Pen. Donc, il y a une espérance. Et le système maintient cette espérance pour que les gens adhèrent au système démocratique. Et donc, finalement, le système démocratique est un leurre. Mais bon, les gens ne s'en rendent pas compte. Alors voilà. Ça, c'est marrant. Kevin Licata continue à aboyer. Bon, ben, c'est le propre des chiens. Serge Chambon. Ah, il me pose une question, il fait une remarque très intéressante. Pourquoi? Il me dit ne pas amalgamer Israël et le gouvernement infect au pouvoir actuellement. Et ça, faites attention. C'est comment dire, c'est une des facettes de la propagande sioniste. Retenez bien ceci. C'est une des facettes de la propagande sioniste. C'est-à-dire qu'en fait, on essaie de faire croire aux gens, à l'opinion publique mondiale, au gouvernement, etc. Oh là là, c'est ce gouvernement Netanyahou. Oh, qu'est-ce qu'il est mauvais. Ah, s'il n'était pas là, mais qu'est-ce qu'on en fait? Oh, mais on aurait la paix, mais les Israéliens, c'est pas ça du tout. Ce sont des gens qui veulent la paix, je vous assure, et tout, mais c'est Netanyahou qui empêche. C'est pas vrai du tout. Ça, c'est l'arnaque des sionistes. Et je vais vous expliquer. En 1947-48, c'était des socialistes, des quasi-communistes qui étaient au pouvoir, des Ben-Gurion, etc. Qui a fait le nettoyage ethnique? Qui a assassiné Adar Yassin? Qui a appliqué le régime militaire aux Arabes israéliens jusqu'en 1967? Qui a attaqué l'Égypte en 1956? Qui a conquis les territoires en 1967? Etc. Qui a annexé Jérusalem juridiquement? Les gouvernements, tous les gouvernements jusqu'en 1978 étaient des gouvernements de gauche qui appartenaient à l'international socialiste. Donc, ces gouvernements de 48 à 78, en 30 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait de positif pour aboutir à une coexistence avec les voisins ou à la paix? Mais rien du tout. Donc, seulement, quelle est la situation aujourd'hui? La situation aujourd'hui, c'est que là, de plus en plus, on voit le vrai visage du sionisme. Et d'ailleurs, ce matin, curieusement, enfin, il y avait une coïncidence, j'ai regardé un article publié par un journal du Québec qui s'appelle Le Devoir. Et Le Devoir s'insurgeait contre les opinions de certains qui combattaient l'existence même de l'État sioniste. Et Le Devoir disait, non, on peut critiquer une politique de colonisation, d'occupation, certes, mais on ne peut pas remettre en question l'existence d'un État sioniste, d'un État juif. Moi, je dis si. Justement, le sionisme a montré, il a toujours montré, seulement on n'a pas voulu le voir, mais on le voit de plus en plus. Dans les années 50, 60, etc., ça ne se voyait pas parce que les Arabes ne voulaient pas de paix avec lui. Mais de plus en plus, on voit cette idéologie d'apartheid, cette idéologie de violence, de domination, qui ne peut pas faire la paix. Le sionisme a créé un État, Israël, où il y a 2 systèmes d'éducation séparés en fonction de la race ou de l'ethnie. Il y a un système scolaire juif et un système scolaire arabe. Est-ce que vous connaissez un seul État au monde qui fait ça? Alors, est-ce qu'un tel État peut apporter quelque chose de positif à la région ou à la communauté internationale? Pas du tout. C'est un fauteur de troubles et de guerre, et de racisme et de violence. Donc méfiez-vous de cette
de cette propagande-là de Serge Chambon. Alors, je continue. Samir Casablanca. Une alliance Iran-Turquie, Corée du Nord contre Israël et les US était possible. Bon, je crois que j'ai répondu un peu tout à l'heure. Non, elle n'est pas du tout possible. Parce que de toutes les façons, l'Iran, ils ne sont pas suicidaires, les Iraniens. Ils savent qu'une attaque ouverte contre Israël signifierait leur destruction. Il y a combien de porte-avions qui se baladent en mer Rouge et qui n'attendent que ça pour leur entrer dedans? Et ils sont pas fous, les Iraniens. Ni les Coréens, d'ailleurs. Abdo Najib. Quand le monde ouvrira-t-il les yeux sur le sionisme et son danger? Alors, lorsque, vous savez, ils doivent le savoir, mais seulement lorsque la balance, lorsque on dira que Israël est plus nocif pour l'Europe, par exemple, pour l'Amérique, etc., est plus nocif qu'avantageux d'avoir. Jusqu'à présent, Israël s'est montré indispensable, c'est-à-dire il a rendu des services à l'Occident, à l'Empire américain. Pourquoi Israël touche 4 milliards de dollars par an? C'est un pays de 8 millions d'habitants. Vous imaginez 4 milliards de dollars par an. Et parce qu'il rend des services extraordinaires à l'Empire. Là, le monde arabe, dans les années 50 et 60, il faisait peur. Il y a le pétrole, il y a les voies de communication, il y a les soulèvements, etc. Mais en 30-40 ans, Israël a réglé tout ça. Aujourd'hui, le monde arabe, il mange dans la main de l'Amérique et d'Israël. Et ça se paye. Donc, tant que c'est comme ça, il n'y a pas de raison que ça change. C'est-à-dire que les gouvernements occidentaux, il n'y a aucune raison de changer. Vous savez, il faut partir du principe ceci. Les gouvernements ne fonctionnent pas en termes de morale. Oubliez la morale, oubliez le droit international. Tous les gouvernements, quels qu'ils soient, ne sont mus que par leur intérêt. Il y a Hegel qui avait dit « les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts ». Voilà. Donc, c'est une question d'intérêt. Si le jour où Israël deviendrait un poids, un fardeau, quelque chose d'illégitime qu'on ne pourra plus défendre, je vais vous donner l'exemple d'apartheid d'Afrique du Sud. C'était un régime monstrueux, l'Afrique du Sud. D'accord? Bien. Bon, peut-être beaucoup d'entre vous sont encore jeunes pour savoir ce que c'était. Mais c'était un régime monstrueux. Ça veut dire c'était l'apartheid sioniste, c'est un apartheid, comment dire, dissimulé, qui ne se voit pas. Mais l'apartheid en Afrique du Sud était basé sur des lois discriminatoires, racistes, etc. Mais l'Occident, il a traité avec l'Afrique du Sud pendant 40 ans. Ça ne lui a jamais posé de problème. Qu'est-ce que vous croyez? Ni la France, ni l'Angleterre, ni l'Amérique, ils se bouchaient un peu le nez et puis ils disaient, bon, l'Afrique du Sud, c'est important. D'accord? La position stratégique, etc. Enfin, les minerais et tout et tout. Mais en 1990 à peu près, ils ont dit, oula, là, si on continue comme ça, on va tout perdre. Donc, ils ont obligé l'Afrique du Sud à éliminer l'apartheid. Mais ce n'est pas du tout pour des raisons morales. Et là, on a reçu Mandela comme le libérateur, etc. Alors que pendant 30 ans, il croupissait en prison et personne ne disait rien. Je parle des grands pays démocratiques, la France, l'Angleterre, les États-Unis, etc. Ils n'en avaient rien à fiche. Des mots. C'est comme Macron quand il dit « Ah, Jérusalem, non, 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 Trump, c'est pas bien ». Ce sont des mots. Il ne faut jamais croire aux mots. Voilà. Donc, le monde entier, enfin, quand il verra que, enfin, ce n'est plus possible, mais il lâchera. Voilà. Ali Winez. Quelle est la nouvelle cible des Américains pour déstabiliser le Moyen-Orient? Bon. Alors, je ne sais pas, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais disons que, vous savez, les Américains, c'est extraordinaire. C'est un pays
à cause du complexe militaro-industriel, enfin bon, et de son envie de dominer, ses ambitions planétaires, etc. Enfin, je veux dire, c'est quand même un pays, je crois que, je ne sais pas s'il y a un exemple historique dans l'histoire de l'humanité. C'est un pays qui a peut-être, je ne sais pas moi, 200 000 ou 300 000 soldats à l'étranger, ou 400 000, je ne sais pas, enfin des porte-avions, il a une centaine de bases militaires, etc. Il est autour de la Chine et de la Russie, je ne sais pas, une vingtaine de bases. Bon, et donc, c'est un pays qui est, comment dire, il a toujours vécu en guerre. Pourquoi? Parce que la guerre aux États-Unis fait marcher l'industrie militaire et le reste. Et donc, il se crée des guerres. Prenez la guerre d'Afghanistan, par exemple. Moi, ce que je ne comprends pas parfois, enfin, quand je vois des autres, enfin, je ne comprends pas. Vous allez comprendre. Soi-disant, bon, admettons, bon, soi-disant que Ben Laden se réfugie en Afghanistan. Donc, après le 11 septembre, soi-disant, ils sont allés envahir l'Afghanistan. Admettons. En un mois, ils ont chassé les talibans. D'accord? Bien. Ça, c'était en 2011. Comment ça se fait que la guerre dure depuis 16 ans en Afghanistan? C'est juste une question de logique, de raison. Comment ça se fait? Ils ont vaincu les talibans, ils les ont chassés. Pourquoi les États-Unis, s'ils voulaient vraiment un Afghanistan apaisé, pourquoi ils n'ont pas envoyé des médecins, des professeurs, des ingénieurs pour construire des routes, des écoles, des hôpitaux, au lieu de dépenser des dizaines de milliards pour envoyer encore plus d'avions, plus de soldats, etc. Comment ça se fait? Vous avez un pays vaincu, vous le dominez, eh bien, faites, comment dire, développez ce pays et vous aurez la paix. Mais seulement, mais ça n'intéresse pas l'Amérique. L'Amérique veut qu'il y ait des guerres, veut qu'il y ait la guerre en Afghanistan, que ça continue. Et donc, il peut intervenir, il peut développer des armements, il peut demander au Sénat, au Congrès, des centaines de milliards pour l'armée, etc., etc. L'Amérique ne vit que pour et par la guerre. Donc, euh, l'Amérique trouvera peut-être l'Iran, j'en sais rien, enfin, je veux dire, ça dépend, je ne sais pas, ou peut-être l'Arabie Saoudite. En tout cas, il trouvera toujours un terrain de manœuvre, ça c'est sûr et certain. Voilà. Ben, le communisme a disparu. Le communisme, c'était le gros truc dans les années 50, 60, 80. Après, c'est les islamistes. Après, bon, ben, je ne sais pas, mais ils trouveront quelque chose, à mon avis. Enfin, sauf s'il y a une crise économique terrible qui les terrasse. Bon, espérons. Christian Hausherr, j'espère que je prononce bien. Là, elle exagère un peu. Elle dit les peuples se parlaient en paix avant la création d'Israël. Il ne faut pas exagérer quand même. Il y avait des guerres avant 1948. Je ne sais pas moi. Bon, il y avait la Première Guerre mondiale. Je ne sais pas ce que faisaient les Juifs là-dedans, en Israël d'ailleurs. Et c'était une des guerres les plus atroces que l'histoire de l'humanité ait connue. Bon, il ne faut pas déconner quand même. Bon, je veux dire, il y avait des guerres de. Vous savez, en Europe, c'était des guerres entre pays chrétiens, pays catholiques. Je ne parle même pas des guerres civiles entre catholiques et protestants. Donc, il ne faut pas trop charger non plus. Voilà. Je veux dire, Israël a été, comment dire, un catalyseur de guerre au Moyen-Orient. C'est vrai. Et ceci dit, il y a eu une guerre entre l'Algérie et le Maroc. Israël n'y est pour rien. Enfin, bon, on peut imaginer, il y avait une guerre au Yémen dans les années 60 entre l'Arabie Saoudite et l'Égypte de Nasser par Yéménites interposés. Donc, non, les États ont toujours eu et auront toujours des intérêts divergents, des antagonismes, etc. Donc, des envies de domination. Donc, des guerres, il y en aura toujours avant, pendant et même après Israël. Malheureusement, les guerres sont une donnée incontournable des relations internationales, avec ou sans Israël. Hamou
Karim Ouhda. Pourquoi la Shoah donnerait-elle une légitimité au sionisme? Alors, pourquoi? D'abord, au départ, évidemment, le projet sioniste, dans les années 20, 30, il ne savait pas qu'il allait avoir la Shoah, donc il se préparait déjà à avoir le État sioniste. Vous savez, en 1939, l'Angleterre, sous la pression des sionistes, avait publié un plan de partage. Il y a eu des émeutes en 1936, des émeutes palestiniennes, etc. Et même les sionistes ont passé des accords avec le régime nazi hitlérien pour récupérer des biens de juifs, ce qu'on appelle les accords de transfert, etc. Donc, le plan de partage était déjà dans les cartons en 1939, donc avant la guerre et avant la Shoah. Et si vous voulez, la Shoah est venue donner comme, l'expression peut être mal comprise, disons, le coup de pouce qu'il fallait pour attendrir les peuples. Voilà. Par exemple, prenons 1947-48. Aucun média occidental, sauf La Croix, n'a parlé du nettoyage ethnique des Palestiniens. C'était quand même terrible. Je veux dire, tout à 95% d'un peuple chassé, mais manu militari, avec des centaines de morts, sinon des milliers. Pourquoi? Parce que la Shoah les a tétanisés. Et pendant, par exemple, en 1967, Israël a lancé la guerre et a pris des territoires. Mais dans comment dire, en France par exemple, pratiquement toute la société, même la gauche, Jean-Paul Sartre, tous les intellectuels, enfin la plupart des intellectuels, étaient pour Israël, parce que c'était le souvenir de la Shoah, le petit pays qui se défend, qui lutte pour sa survie, et qu'on allait jeter à la mer, etc. Donc la Shoah a joué un rôle, comment dire, pas symbolique, disons, pour donner à cet État une légitimité supplémentaire. C'est-à-dire qu'on ne se posait plus la question de la légitimité politique, de la place politique pour cet État, des actions de cet État. La Shoah est venue donner une touche humanitaire à ce projet, et donc, comment dire, c'est comme si on leur donnait un chèque en blanc aux Israéliens. Et d'ailleurs, à partir du moment curieusement, vous allez voir la coïncidence, à partir de la première intifada, lorsque Israël se sentait dans une situation difficile vis-à-vis de l'opinion internationale, vous aurez remarqué que la Shoah, vous savez, dans les années 60 et 70, on parlait quasiment pas de la Shoah, parce qu'Israël était installé, définitivement, croyez, installé dans l'opinion publique, etc. Il n'y avait pas de critique et tout. Mais à partir des années 80, on a commencé à critiquer tout. Et là, les sionistes, Israël et les communautés juives, ont lancé une grande campagne sur la Shoah. Là, on a commencé, il fallait visiter Auschwitz, et les films sur la Shoah, et patati, et la loi Guissot, et le Fabius Guissot. Et c'est ça, c'est en fait, la Shoah devient une espèce de couverture idéologique au crime des sionistes. Voilà. C'est ça la légitimité. Enfin, je terminerai avec Hamid Souli, qui me pose une série de petites questions. Bon, je vais répondre à certaines. Alors, il me demande combien de juifs restent au Maroc. À peu près, bon, mettons à peu près 2000, 2500 qui sont à Casablanca. Rabat, Marrakech, Meknès, il ne reste même pas une centaine dans chaque ville, même pas. À Meknès, il y avait 17 000, 18 000, il reste peut-être 30, 40, 50. Voilà. Il me dit, Marek Alter ne lâche pas Chalgoumi. C'est vrai. Vous aurez remarqué, vous savez que Marek Alter, il y a eu un nombre d'imams. On est allé chercher des imams un peu black, entre parenthèses. Il y a un correspondant qui habite à Agadir. Et il m'a dit,
Monsieur Cohen, vous utilisez de temps en temps le mot bougnoul. Bon, j'espère que vous comprendrez dans quel sens j'utilise. C'est juste pour montrer le mépris qu'a souvent l'Occident pour les musulmans, en France et ailleurs. Voilà. Et donc, je me sens tout à fait frère et complice de mes compatriotes et des musulmans qui sont au Maroc et en France, etc. Donc, ne voyez rien de répréhensible. Je crois qu'il l'a dit en rigolant, mais enfin, bon. Et donc, c'est pour ça que je voulais dire, voilà, le système, quand je dis le système, ça veut dire le lobby judéo-sioniste, dont Marek Alter est un des représentants les plus fameux, c'est-à-dire, vous savez, ça me donne l'occasion de vous montrer combien les sionistes sont malins. Le lobby sioniste, il a plusieurs porte-paroles. Il n'a pas que BHL. Bon, BHL, il est dégoûtant. Donc les gens disent, ah, BHL. Seulement, il a Marek Alter aussi. Marek Alter, c'est un type bien, c'est un écrivain, il parle de paix, il est pour la paix, tout. Donc les gens se disent, ah, quand même, voilà. En fait, vous savez, le système sioniste, il a plusieurs, le CRIF, il a plusieurs fers au feu. Il y a de la gauche, la droite, religieux, pas religieux, Académie française comme Finkielkraut, extrême droite comme Elisabeth Lévy, ce que vous voulez. C'est-à-dire, il a toute une palette d'agents qui travaillent pour lui. Et dans cette palette, il y a Marek Alter. Donc Marek Alter est un des types, disons, considérés comme de gauche. Voilà. De gauche. Voilà. Et donc lui, il est chargé, enfin, il a monté une troupe de comiques, d'imams, maghrébins et blacks. Bon, j'évite les. Et il y a une vingtaine, et donc ils font des tournées pour dire non au terrorisme. Voilà. Et ils sont, en tout cas, je sais pas, en tout cas, Chalgoumi est parti en Israël plusieurs fois, mais je sais pas si, je pense que ces imams sont aussi allés en Israël pour dire qu'ils veulent la paix, etc. Comme s'il y avait quelqu'un qui ne voulait pas la paix. Donc, en fait, le rôle de Marek Alter, c'est comment dire, de lancer ces musulmans, de les intégrer dans ce combat pour la paix, alors que lui, il n'a jamais énoncé une vraie critique d'Israël. Voilà. Et ces imams se laissent berner parce que soit par bêtise, soit par faiblesse idéologique, soit parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, parce que sinon on va leur dire vous êtes des extrémistes, c'est pas bien, etc. Donc ils se laissent entraîner. Et Chalgoumi, bon, enfin, je veux dire, c'est vrai qu'il est tout le temps entraîné par Marek Alter, qui le montre comme, vous savez, comme un singe. À une époque, on montrait des nègres. Vous savez, quand il y avait l'exposition internationale à Paris, en 1938, je crois, ou quelque chose comme ça, on montrait des nègres dans des cages. Bien, regardez. Bien, on montre des singes savants. Eh bien, Chalgoumi, c'est pareil. Ça veut dire on montre un musulman qui ne sait pas parler, mais c'est pas grave. Ça permet de se marrer. Mais il a une légitimité parce que le CRIF lui a donné une légitimité, l'a imposé comme le représentant des musulmans, pauvres musulmans de France, d'être représenté par cet individu. Alors il me demande, toujours Hamid Souli, Zemmour et Finkielkraut, est-ce qu'ils écrivent leurs livres? Oui, à mon avis, oui. Zemmour et Finkielkraut, ils écrivent leurs livres. Parce que, pourquoi ils me posent la question? Parce qu'ils me parlent d'Attali. Jacques Attali n'écrit pas ses livres. Jacques Attali, il a énormément de trucs à faire. C'est pas un intellectuel. C'est un comploteur qui ramasse du fric, qui est dans les relations, etc. Et qui a des nègres qui lui écrivent. D'ailleurs, il a eu des procès. Mais ça, c'est, comment dire, tous les hommes politiques qui écrivent des livres, enfin qui écrivent entre guillemets, ils utilisent des nègres pour écrire des livres. Donc, il y a
c'est comment dire, c'est courant, seulement on ne le dit pas. Voilà. Mais personnellement, je suis convaincu que Zemmour a fait un grand écrire leur livre. Ça se voit, ce sont des intellectuels, il y a une réflexion, et puis ils sortent un livre tous les 2 ou 3 ans. Comment il s'appelle l'autre là, oh, celui qui sort 2 livres par an de 600 pages chacun, l'intellectuel qui a une université populaire à Caen. Bon, quelqu'un va me donner le nom. Écoutez, comment voulez-vous qu'un homme, d'accord, un homme qui a beaucoup d'obligations universitaires, journalistiques, médiatiques, des conférencières, etc., publie 2 livres par an de 600 pages, alors sur tous les sujets. Hein. Lui, c'est Sartre, c'est la psychanalyse, c'est ce que vous voulez. Il est spécialiste de tout. Hein. Franchement, il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Voilà. Mais voilà, c'est comme ça. Et il me demande de dire une opinion probablement sur Roger Garaudy. Alors, probablement beaucoup d'entre vous ne connaissent pas, parce que, enfin, Roger Garaudy a disparu, ce qu'on appelle l'expression des écrans radars français à partir de 1990. Roger Garaudy a été un des plus grands intellectuels français, un des plus grands intellectuels, un penseur, un philosophe, un résistant pendant la guerre. Mais pour son malheur, son grand malheur, il a écrit un livre qui s'appelle Les mythes fondateurs de l'État d'Israël, et où il a parlé justement de la Shoah, qui légitime les crimes des sionistes. Et là, le système lui est tombé dessus. Bon, évidemment, ils l'ont fait condamner, enfin, etc. Bon. Et depuis, et c'est ça, voilà la force du lobby sioniste. Il a fait disparaître Roger Garaudy des tablettes de l'histoire. C'est-à-dire que depuis 20 ans, on n'entend plus parler de Garaudy. Voilà, c'est fini. C'est comme s'il n'a jamais existé. Alors que ce type a écrit une centaine de livres. C'était vraiment un des plus grands penseurs français. Et à cause de ce crime, entre guillemets, il a été effacé des tablettes. Voilà, c'est-à-dire quand il a disparu. Vous cherchez, j'ai fait une petite recherche comme ça dans les bibliothèques municipales de Paris. Il y a peut-être quoi, 4-5 livres, des vieux livres, etc. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, et c'est ça aussi le pouvoir, non seulement d'imposer, mais d'effacer. Vous savez, par exemple, vous prenez un musicien, un violoniste, un des plus grands violonistes qui est du XXe siècle, Yehudi Menuhin. Bon, peut-être certains d'entre vous connaissent, enfin en tout cas le connaissaient, il faut entendu parler. Yehudi Menuhin, c'était un juif d'Europe de l'Est, mais enfin un des plus grands violonistes, mais qui critiquait la politique israélienne, sioniste. C'est quelqu'un qui est quasiment, voilà, qu'on a oublié, qu'on fait tout pour oublier, parce que les sionistes tiennent pas mal de lieux, l'édition, les spectacles, la publicité, etc. Et donc, les magazines. Et donc, on fait en sorte de faire oublier ce genre de personnage. Et Roger Garaudy, malheureusement, il est tombé dans un trou de l'histoire. Ça ne veut pas dire que ça ne changera pas. Voilà. Le jour où le lobby sioniste aura perdu son pouvoir, parce que ça arrivera, il ne faut pas croire, rien n'est éternel, eh bien, on le retrouvera. Donc, voilà, c'était un plaisir. Et je vous souhaite un bon passage à 2018. Amusez-vous bien, rigolez bien, la vie est belle. Et donc, à la prochaine. Merci beaucoup, bonsoir.